près de 2 heures. Des explosions sans interruption. 15 déflagrations confirmées entendues partout sur l'île, et quand la fumée s'est dissipée, 90 sites militaires iraniens avaient disparu. Dans la nuit du 13 mars 2026, l'aviation américaine a exécuté une opération que Donald Trump a décrite comme l'un des raids de bombardement les plus puissants de l'histoire du Moyen-Orient. La cible était l'île de Karg, une bande de corail de 5 milles dans le nord du golfe Persique, à 15 milles de la côte iranienne, à peu près la taille d'un tiers de Manhattan. Un endroit dont la plupart des gens n'avaient jamais entendu parler, un endroit que l'Iran ne pouvait pas se permettre de perdre. Le communiqué officiel du commandement central des États-Unis était clinique et précis. Une frappe de précision à grande échelle a visé plus de 90 sites militaires iraniens et détruit des installations de stockage de mines navales, des bunkers de stockage de missiles et plusieurs autres sites militaires. La publication de Trump sur Truth Social, elle, n'avait rien de clinique. Il y a quelques instants, sous ma direction, a-t-il écrit, le commandement central des États-Unis a exécuté l'une des frappes les plus puissantes au Moyen-Orient et a totalement oblitéré chaque cible militaire dans le joyau de la couronne iranienne, l'île de Karg. 90 sites, 2 heures, une île. Et la réaction en chaîne qui a effectivement mis fin à la capacité de l'Iran de défendre le golfe Persique comme domaine militaire. Voici l'histoire de ce qui s'est passé cette nuit-là. Et pourquoi les frappes sur l'île de Karg n'étaient pas seulement un raid de bombardement, mais l'événement militaire le plus lourd de conséquences de la guerre d'Iran de 2026. Pour comprendre le poids stratégique de ce qui s'est passé le 13 mars, il faut comprendre ce qu'est réellement l'île de Karg. Parce que la qualifiée de terminal pétrolier sous-estime énormément son importance stratégique, l'île de Karg est le point d'appui physique de la puissance iranienne dans le golfe Persique. Elle traite environ 90% des exportations de pétrole brut de l'Iran. L'île entière est essentiellement un immense terminus de pipeline. Le pétrole arrive des plus grands champs iraniens de la province du Khouzestan par des pipelines sous-marins et côtiers. Il est traité et stocké, puis chargé sur des superpétroliers qui naviguent vers le sud par le détroit d'Ormuz en direction de la Chine, de l'Inde et des marchés mondiaux. La Falat Iran Oil Company, à elle seule sur l'île, produit 500 000 barils de brut par jour. La Karg Petrochemical Company ajoute une autre couche de production industrielle. Le grand quai en forme de T sur le côté et de l'île peut accueillir simultanément plusieurs superpétroliers, les plus grands navires du monde. Économiquement, l'île de Karg fait la différence entre un Iran exportateur de pétrole et une économie enclavée, coincée derrière les sanctions. C'est la raison pour laquelle Téhéran a pu financer son armée, ses réseaux de mandataires, son programme nucléaire et les fonctions de base de son gouvernement pendant 4 décennies, malgré chaque vague de sanctions américaines. Retirez l'île de Karg de l'équation et le modèle de revenu de l'Iran s'effondre, ce qui explique exactement pourquoi Trump l'a appelé le joyau de la couronne iranienne. Et c'est exactement pourquoi les États-Unis ont frappé d'abord ses installations militaires et non l'infrastructure pétrolière, comme un coup de semonce portant ce message « Nous pouvons mettre fin à tout cela complètement à tout moment de notre choix ». Mais l'île de Karg n'était pas seulement une cible économique. Avant le 13 mars, elle était aussi un centre de commandement et de logistique militaire pour la stratégie navale iranienne dans le golfe Persique. C'est la partie de l'histoire qui se perd dans le gros titre sur le pétrole. L'île abritait des installations de stockage de mines navales, les entrepôts physiques contenant les mines marines que l'Iran déployait dans le détroit d'Ormuz depuis la fin février. Ces mines étaient ce qui rendait Ormuz si dangereux, pas seulement la menace qu'elles représentaient, mais leur présence physique réelle, des milliers de mines marines dispersées dans la voie maritime la plus importante du monde, dont certaines auraient ensuite échappé au suivi iranien. Les mines de Karg formaient la chaîne d'approvisionnement de cette menace. Détruisez le stockage de mines et vous détruisez la capacité de l'Iran à reconstituer le champ de mines pendant que la marine américaine lançait des opérations de déminage. L'île abritait aussi des bunkers de stockage de missiles, les stocks de missiles antinavires prépositionnés que l'Iran avait déplacés à Karg pour défendre l'île elle-même et menacer tout navire tentant d'approcher
du nord du golfe Persique. Des batteries de missiles solaires Hawk, des canons anti-aériens Oerlikon, une base navale, une tour de contrôle d'aéroport, un hangar d'hélicoptères, des réseaux de défense aérienne conçus pour protéger l'île contre exactement le type de frappe aérienne de précision qui est arrivé le 13 mars. Selon l'agence de presse semi-officielle iranienne Fars, liée au corps des gardiens de la révolution islamique, la frappe a touché précisément chacune de ces installations. Défense aérienne, base navale, tour de contrôle, hangar d'hélicoptères, tout y est passé. Plus de 15 explosions ont secoué l'île pendant le raid, selon un responsable du ministère du pétrole cité par les médias iraniens. Ce responsable a décrit les attaques comme énormes et destructrices. Près de 2 heures de frappe aérienne et d'explosions sans interruption, pas une frappe chirurgicale rapide, mais une séquence soutenue et méthodique de destruction d'un écosystème militaire entier sur une seule île. La réaction en chaîne qui a suivi n'était pas métaphorique, elle était opérationnelle. Lorsque les installations de stockage de mines à Karg ont été détruites, la capacité de l'Iran à réapprovisionner son champ de mines d'Ormuz a été gravement dégradée. Cela a eu une conséquence immédiate que personne, dans la couverture publique de la guerre, n'a clairement reliée. L'Iran aurait perdu la trace de mines qu'il avait déjà placées dans le détroit. Les mines avaient été posées par des navires et des vedettes rapides du corps des gardiens de la révolution islamique qui coordonnaient leurs opérations avec l'infrastructure logistique de l'île de Karg. Quand cette infrastructure a été oblitérée, le réseau de coordination s'est fracturé, des mines qui avaient été soigneusement suivies sont devenues non suivies, c'est pas un détail, des mines non localisées dans une voie maritime de 20 et 1 mille de large ne sont pas seulement une menace pour les navires ennemis, elles sont une menace pour n'importe quel navire, y compris les navires iraniens. La marine américaine, qui a commencé des opérations de déminage à la fin mars, aurait constaté que même l'Iran ne pouvait pas lui dire entièrement où se trouvaient toutes les mines. L'Iran avait miné son propre corridor maritime principal, puis avait perdu le fil logistique nécessaire pour gérer ce champ de mines. Lorsque les bunkers de missiles de Karg ont été détruits, les stocks de missiles anti-navires prépositionnés que l'Iran y avait concentrés ont disparu avec eux. Cela a dégradé la capacité de l'Iran à utiliser Karg comme plateforme de frappe avancée contre les groupes aéronavals américains opérant aux approches du nord du golfe Persique. Avant le 13 mars, les installations de missiles de l'île représentaient une menace anti-accès à plusieurs couches, le type de capacité qui oblige un porte-avions à garder ses distances et à lancer ses appareils au-delà de la portée effective des missiles. Avec ces installations disparues, la marine américaine pouvait opérer de manière plus agressive dans le nord du golfe Persique. Cela a directement rendu possible les opérations de blocus commencées le 13 avril. Lorsque les défenses aériennes ont été détruites, l'île de Karg est devenue exposée en permanence à la surveillance aérienne et à de nouvelles frappes. Le commandement central des États-Unis a déclaré, après le raid du 13 mars, qu'il avait maintenu une surveillance aérienne quasi constante. Une fois les batteries de défense aérienne éliminées, cette surveillance est devenue complètement incontestée. Chaque mouvement sur l'île, chaque tentative d'amener de l'équipement de remplacement, chaque nouvelle position défensive, chaque déplacement de personnel devenait visible en temps réel pour les moyens américains de renseignement, de surveillance et de reconnaissance. L'Iran aurait répondu en posant des pièges et en déplaçant vers l'île des systèmes portatifs de défense aérienne de type MANPADS lancés à l'épaule en préparation d'un possible assaut terrestre américain. Mais les systèmes MANPAD sont des armes individuelles à courte portée conçues pour tirer sur des hélicoptères volants à basse altitude. Ils ne peuvent pas défendre contre le type de bombardement de précision à haute altitude qui a détruit 90 sites en 2 heures. L'Iran renforçait une position qui avait déjà été fondamentalement et irréversiblement compromise. Lorsque le hangar d'hélicoptères a été détruit, l'Iran a perdu sa capacité organique d'aviation à voilure tournante sur l'île. Les hélicoptères utilisés pour le déploiement rapide, pour les opérations anti-navires, pour coordonner les installations de l'île avec les unités navales du corps des gardiens de la révolution islamique dans le golfe Persique. Les opérations anti-navires fondées sur les hélicoptères sont une pierre angulaire de la doctrine maritime asymétrique de l'Iran. Le corps des gardiens de la révolution islamique s'entraîne depuis des décennies à utiliser des hélicoptères d'attaque en coordination avec des vedettes d'attaque rapides pour submerger de plus grands navires de guerre par des tactiques d'essaim,
Retirer l'infrastructure d'hélicoptères de Karg a retiré une capacité clé de coordination et de frappe du réseau de défense maritime iranien dans le nord du golfe Persique. Et la base navale elle-même, le centre de commandement et de logistique des opérations navales du corps des gardiens de la révolution islamique dans le nord du golfe Persique, figurait parmi les cibles frappées. C'était pas une petite installation. La marine du corps des gardiens de la révolution islamique a utilisé la base navale de Karg comme position avancée pour les patrouilleurs, les embarcations d'attaque rapide et les navires de soutien qui imposent le contrôle iranien sur les approches de l'île et se coordonnent avec les opérations plus larges dans le golfe Persique. Sa destruction n'a pas éliminé la capacité navale du corps des gardiens de la révolution islamique. L'Iran possède plusieurs bases le long de sa côte du Golfe, mais elle a éliminé le nœud le plus avancé et le plus critique sur le plan logistique de ce réseau, celui qui était le plus proche de l'endroit où l'action maritime la plus importante se déroulait. L'effet cumulatif de ces destructions simultanées est ce qui crée la réaction en chaîne décrite dans le titre de cette vidéo. Ce n'est pas qu'une cible frappée a causé l'échec de la cible suivante. C'est que les 90 cibles frappées simultanément ont retiré tout l'écosystème militaire intégré que l'Iran avait bâti sur l'île de Karg pour défendre son actif stratégique le plus important contre exactement le type de pression que les États-Unis exerçaient. Stockage de mines disparus, champs de mines devenus ingérables et impossibles à réapprovisionner. Bunkers de missiles disparus, capacité avancée de frappe anti-navires éliminée, défense aérienne disparue, îles exposées en permanence à la surveillance et à de nouvelles frappes. Hangars d'hélicoptères disparus, capacité de coordination et de frappe à voilure tournante perdue. Base navale disparue, centre avancé de commandement et de logistique du corps, des gardiens de la révolution islamique détruits. Tour de contrôle d'aéroport disparu, capacité de coordination aérienne éliminée. Chaque perte individuelle aurait été douloureuse mais gérable. Tous en même temps, en 2 heures, sans avertissement et sans temps pour répondre, on crée une défaillance en cascade de l'architecture de défense navale iranienne dans le golfe Persique qui allait bien au-delà des dommages physiques aux installations elles-mêmes. Cela a détruit les relations opérationnelles entre ces installations, cela a détruit les réseaux logistiques qui les reliaient, cela a détruit la capacité de l'Iran à les renforcer, à les réapprovisionner ou à les reconstituer sous la surveillance qui opérait désormais au-dessus de l'île en toute impunité. Trump a immédiatement compris la dimension psychologique de cela. Sa publication sur Truth Social est allée plus loin que l'annonce militaire. Il a menacé de frapper Karg encore quelques fois, juste pour le plaisir. Il a dit qu'il avait choisi de ne pas détruire l'infrastructure pétrolière par décence, puis il a immédiatement transformé cette retenue en arme. Si l'Iran interfère avec le passage libre et sûr par Hormuz, a-t-il écrit, il reconsidérerait immédiatement cette décision. C'était un chef-d'œuvre de communication coercitive. Le message était « Nous venons de vous montrer ce que nous pouvons faire à vos installations militaires en 2 heures. Imaginez ce qui arrive au terminal pétrolier si vous ne coopérez pas. » Le sénateur républicain Lindsey Graham a saisi précisément la portée stratégique. Il a écrit qu'il est rare, en temps de guerre, qu'un ennemi vous offre une seule cible capable de modifier radicalement l'issue du conflit. L'île de Karg était cette cible. Et les États-Unis venaient de démontrer qu'ils pouvaient éliminer chaque installation militaire qui s'y trouvait en une seule nuit, tout en laissant l'infrastructure économique physiquement intacte afin de l'utiliser comme levier. La réponse de l'Iran a été la fureur, les menaces, puis un calcul stratégique. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Arakchi, a affirmé que les frappes avaient été lancées depuis le territoire des Émirats arabes unis, ce qu'Abu Dhabi a catégoriquement nié. L'Iran a menacé de viser des ports et des villes des Émirats arabes unis en représailles. Le nouveau guide suprême iranien, Mojtaba Khamenei, faisant sa première grande déclaration publique après son ascension à la suite de l'assassinat de son père, a juré de continuer à bloquer Hormuz et à attaquer les États du Golfe. Mais les menaces masquaient une réalité que les commandants militaires iraniens ont comprise immédiatement. La capacité militaire de l'île de Karg avait été effacée, le stockage de mines avait disparu, les missiles anti-navires avaient disparu, les défenses aériennes avaient disparu, les hélicoptères avaient disparu,
la structure de commandement de la base navale avait disparu. L'Iran pourrait éventuellement reconstruire une partie de cela, mais reconstruire sous une surveillance aérienne américaine quasi constante, sur une île située à 15 milles du continent, dans un théâtre où les États-Unis avaient déjà démontré à la fois leur accès aux renseignements et leur capacité de frappe pour toucher 90 cibles simultanément en 2 heures, était une possibilité théorique sans calendrier pratique. Ce que l'Iran a conservé sur l'île de Karg après le 13 mars, c'était son infrastructure pétrolière, intacte, opérationnelle, chargeant toujours des pétroliers. Des images satellites prises quelques jours après le bombardement montraient 3 pétroliers amarrés aux terminaux de l'île. Les responsables iraniens ont confirmé que les exportations, les importations et les activités des entreprises sur l'île se poursuivaient normalement. Les États-Unis avaient retiré chirurgicalement tout ce qui était militaire et laissé tout ce qui était économique parce que l'infrastructure économique était plus utile comme levier que comme décombre. Cette retenue délibérée, 90 sites militaires oblitérés, aucune infrastructure pétrolière touchée, était elle-même une forme de guerre de l'information. Elle démontrait que le ciblage américain était assez précis pour faire cette distinction sur une île de 5000 en pleine opération active. Elle démontrait que les États-Unis ne tentaient pas de détruire l'économie iranienne de façon permanente, mais de contraindre un ensemble précis de comportements. La réouverture d'Ormuz, des négociations nucléaires, la fin des attaques contre les États du Golfe, et elle démontrait que si l'Iran ne coopérait pas, la prochaine frappe pourrait être structurée autrement. La réaction en chaîne déclenchée par la frappe sur l'île de Karg ne s'est pas arrêtée le 13 mars. Elle s'est poursuivie dans chaque phase ultérieure de la guerre. Lorsque les États-Unis ont commencé à appliquer leur blocus naval le 13 avril, l'état dégradé de l'infrastructure militaire iranienne sur l'île de Karg signifiait qu'il n'existait aucune position avancée de défense navale capable de contester le blocus dans le nord du golfe Persique. Lorsque l'Iran a perdu la trace de ses propres mines d'Ormuz, les États-Unis ont pu commencer des opérations de déminage qui ont lentement rétabli la navigabilité dans le détroit. Lorsque seulement 5 navires sont passés par Ormuz en une seule période de 24 heures à la fin avril, les conditions stratégiques qui ont rendu cet effondrement possible trouvaient leurs racines le 13 mars. 90 sites, 2 heures, une île. Le joyau de la couronne de la défense navale iranienne dans le golfe Persique a été privé de chaque capacité militaire en une seule nuit, pendant que les terminaux pétroliers continuaient de charger des pétroliers en attente d'une décision que seul le gouvernement iranien pouvait prendre. Le bombardement de l'île de Karg n'a pas mis fin à la guerre, mais il l'a changée de façon permanente. Il a retiré à l'Iran la plateforme militaire avancée à partir de laquelle il prévoyait de rendre le coût des opérations navales américaines dans le nord du golfe Persique prohibitif. Il a démontré la précision du ciblage américain et la capacité de frappe américaine à une échelle que les planificateurs de défense iraniens n'avaient pas entièrement anticipée, et il a fixé les conditions de tout ce qui a suivi. Le blocus, les 5 navires en 24 heures, l'étranglement économique et la table des négociations vers laquelle l'Iran est poussé, qu'ils choisissent ou non d'y aller volontairement. Le joyau de la couronne iranienne a vu ses défenses militaires retirées en moins de temps qu'il n'en faut pour regarder un film. Ce qui restait, c'était l'actif économique, attendant silencieusement de devenir soit le chemin de retour de l'Iran vers la viabilité, soit la prochaine cible sur la liste américaine. Ce choix appartient toujours à Téhéran. Les 2 heures sur l'île de Karg ont fait en sorte qu'il y aurait moins d'options parmi lesquelles choisir. Mais l'histoire de l'île de Karg ne s'arrête pas à la frappe du 13 mars, parce que l'Iran a fait quelque chose que très peu de forces militaires dans le monde feraient. Il a essayé de reconstruire, et ce qui s'est passé lorsqu'il a essayé révèle à quel point le calcul stratégique américain avait été complet. Dans les semaines suivant le 13 mars, les moyens de renseignement américains, avec une surveillance aérienne quasi constante de l'île, ont commencé à détecter de l'activité iranienne. L'Iran posait des pièges. Il déplaçait vers l'île des systèmes MANPADS, c'est-à-dire des missiles solaires portatifs lancés à l'épaule.
Il renforçait ses positions non pas avec les lourds systèmes de défense aérienne qui avaient été détruits, parce qu'ils avaient disparu et ne pouvaient pas être remplacés rapidement sous surveillance, mais avec toute capacité défensive portable et dissimulable qu'il pouvait amener. Les analystes de la CIA et du Pentagone qui suivaient cette activité ont vu exactement ce que cela signifiait. L'Iran se préparait à un assaut terrestre qu'il croyait possible. Le président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, a déclaré en mars que les ennemis de l'Iran, avec le soutien d'un des pays de la région, se préparaient à occuper l'une des îles du pays. Il n'a pas nommé Karg directement. Il n'avait pas besoin de le faire. Tout le monde savait de quelle île il parlait. L'administration Trump discutait effectivement de saisir l'île de Karg, pas seulement de la bombarder. Axios a rapporté au début mars, citant 4 sources anonymes, que la Maison-Blanche avait exploré l'idée d'une occupation militaire. 2 unités expéditionnaires de marine avaient été déployées dans la région, la 31e unité expéditionnaire de marine à bord de l'USS Tripoli depuis Okinawa, environ 2000 marines. Et la 11e unité expéditionnaire de marine à bord de l'USS Boxer, 2500 autres. Environ 1000 soldats de la 82e division aéroportée de l'armée se préparaient à être déployés. Le nombre total de soldats américains au Moyen-Orient a dépassé 50 000. La Maison-Blanche croyait que occuper l'île de Karg pourrait, selon les mots d'un responsable, mettre totalement en faillite le corps des gardiens de la révolution islamique et potentiellement mener à une fin rapide de la guerre. Cela n'est jamais arrivé. Mais la menace que cela arrive a façonné le comportement iranien pendant des semaines. Le renforcement crédible et visible des marines, la surveillance américaine quasi constante de Karg et la 2e série de frappes aériennes sur des cibles qui avaient déjà été touchées une fois en mars ont tous pesé dans ce calcul. L'Iran a déployé ses défenses restantes, non pas vers des positions offensives où elles auraient pu menacer les opérations navales américaines, mais vers des positions défensives sur une île qu'il craignait d'être sur le point de perdre. Voilà la définition du succès stratégique sans tirer un coup supplémentaire. Les États-Unis avaient forcé l'Iran à détourner ses moyens militaires restants pour défendre une position que les États-Unis pouvaient ou non réellement attaquer. Immobiliser des ressources, créer de l'incertitude et imposer un coût opérationnel continu à une armée iranienne déjà gravement dégradée. Le contexte stratégique plus large compte aussi ici. Lorsque le commandement central des États-Unis a frappé 90 cibles à Karg en 2 heures, il n'agissait pas isolément. La même nuit, les frappes américaines et israéliennes se poursuivaient à travers l'Iran continental. Le quartier général du Conseil suprême de sécurité nationale avait été frappé. Des installations nucléaires souterraines avaient été ciblées par des bombardiers furtifs B-2 Spirit. Des navires iraniens dans le golfe d'Oman avaient été détruits. Les réseaux de défense aérienne dans l'ouest et le centre de l'Iran avaient été systématiquement dégradés tout au long des premières semaines de l'opération Epic Fury. L'île de Karg n'a pas été le seul actif militaire perdu par l'Iran. Elle a été la perte la plus concentrée. 90 cibles dans la plus petite zone géographique possible, dans le temps le plus court possible, et donc la démonstration la plus visible de ce que la puissance aérienne de précision américaine pouvait accomplir lorsqu'une autorisation politique était donnée. Mais cela faisait partie d'une destruction beaucoup plus vaste de la capacité militaire iranienne qui, à la mi-avril, aurait éliminé une grande partie de la capacité iranienne en missiles balistiques et de croisière et gravement endommagé ses forces navales. Trump lui-même a affirmé que 158 navires iraniens avaient été détruits. L'armée iranienne n'a pas disparu. L'architecture de défense en mosaïque du corps des gardiens de la révolution islamique, avec 30 et un commandement séparé, capable d'opérer indépendamment même si le commandement central est perturbé, signifie que l'Iran conserve une capacité militaire réelle. Les vedettes rapides opèrent encore, les missiles balistiques existent encore dans les quantités qui ont survécu aux frappes. La fabrication de drones se poursuit dans des installations dispersées qui ne peuvent pas toutes être ciblées simultanément. Le réseau de mandataires du corps des gardiens de la révolution islamique, le Hezbollah, les Houthis, les milices chiites irakiennes, continuent de fonctionner comme une extension de la projection de puissance iranienne. Mais l'Iran, qui existait le 27 février 2026, l'Iran avec des stocks de mines prépositionnés à Karg, des bunkers de missiles antinavires chargés et prêts,
une base navale coordonnant les opérations dans le golfe Persique, des hélicoptères prêts à lancer des attaques en essaim, des défenses aériennes protégeant l'île contre la surveillance aérienne, cet Iran n'existe plus. Ce qui reste est dégradé, dispersé, sous surveillance quasi constante et opère depuis une posture stratégique fondamentalement défensive plutôt qu'offensive. Les frappes sur l'île de Karg n'ont pas détruit la marine iranienne, elles ont détruit la défense navale iranienne de son actif le plus critique, et ce faisant, elles ont retiré la pièce qui rendait cohérente toute la stratégie iranienne dans le golfe Persique. L'idée que contrôler Karg militairement tout en contrôlant Hormuz économiquement donnait à Téhéran une position de force inattaquable, capable de durer plus longtemps que n'importe quelle campagne de pression américaine. 90 cibles en 2 heures. La réaction en chaîne n'était pas seulement l'effondrement physique de 90 installations militaires. C'était l'effondrement stratégique de l'hypothèse selon laquelle l'Iran pouvait défendre son propre joyau de la couronne contre la puissance de feu américaine, tout en utilisant l'économie mondiale comme arme par Hormuz. Cette hypothèse est morte dans la nuit du 13 mars. Et avec elle est morte la fondation militaire de la position de négociation iranienne, laissant à Téhéran un levier économique par la fermeture d'Hormuz. Mais aucune architecture militaire crédible pour protéger l'actif dont dépend ce levier. Ce qui reste, c'est une impasse définie par une douleur économique mutuelle. L'Iran saigne sous le blocus, l'économie mondiale saigne sous la fermeture d'Hormuz, avec le terminal pétrolier de l'île de Karg assis intact au milieu de tout cela, ni détruit ni rendu, en attente de la décision qui ne peut être prise qu'à Téhéran. Les 2 heures qui ont tout changé se sont déroulées de nuit, au-dessus d'une petite île que la plupart des gens seraient incapables de trouver sur une carte.